Pour célébrer les 30 ans de cette chouette trilogie qui Retour vers le futur, et en attendant la date du 21 octobre 2015, date à laquelle Doc et Marty devraient arriver à notre époque, et date à laquelle je prendrai 30 ans dans la gueule, je vais vieillir ce jour-là, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo afin de vous montrer quelques petites réflexions que j'ai pu me faire en me rematant la saga il y a quelques temps. Car comme la licence Terminator nous l'a assez bien montré, il reste assez difficile d'écrire un scénario sur des voyages dans le temps sans y laisser des plumes. Et bien que Retour vers le futur soit souvent cité comme l'exemple le plus réussi sur l'écriture temporelle, quand tu commences à réfléchir réellement, tu te rends compte que l'univers, il prend l'eau de toutes parts. Notez que je trouve encore et toujours qu'il s'agit de la meilleure trilogie de tous les temps. Non, là c'est juste pour s'amuser et pour montrer que ce genre de film fourmille de petits détails rendant propice l'apparition d'une foultitude de théories. Attends, comment ça marche le temps? Je vous la fais brève, mais dans le cinéma, en gros, il existe 3 théories sur le fonctionnement des voyages dans le temps. T'as le coup de la chronologie fixe, c'est comme les 3 premiers Terminator, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu ne peux pas changer le destin. Tu ne fais que retarder les échéances. Schwarzy aura beau retourner dans le temps, et bien Skynet finira toujours par être opérationnel, quoi qu'il advienne. C'est aussi le même principe que dans Bill et Ted Excellent Adventure, par exemple. Qui est un chouette film aussi. Puis t'as la théorie des multivers. C'est la plus simple à comprendre, c'est comme dans Dragon Ball avec le Trunks qui vient du futur où Sangoku il est mort. Et bien chaque fois que Trunks modifie quelque chose du passé, ça crée un nouvel univers. C'est-à-dire que quand il revient dans le futur, il revient dans son propre univers où Sangoku il est mort. T'as un autre univers. Et tu as une dernière théorie, c'est celle qui est le plus fréquemment utilisée au cinéma, parce que c'est celle qui est le plus simple à représenter, c'est la timeline dynamique, où chaque répercussion sur le passé aura des conséquences sur le présent. Mais sans créer un nouvel univers, c'est l'effet papillon. C'est ce qu'on voit dans About Time, par exemple. C'est ce qu'on voit dans l'effet papillon, aussi. Et c'est celle qui est mise en avant par le Doc dans les films. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. Mais est-on forcé obligatoirement de croire le Doc? Je veux dire, il n'a pas forcément la science infuse le mec, il vient tout juste de tester sa caisse, c'est possible qu'il se trompe. Mais maintenant que les bases sont posées, voici donc 7 soucis et théories avec Retour vers le futur. Et on commence direct par le premier. Un deuxième Marty? Prenons la chronologie du premier film par exemple. Alors vous excuserez le côté rudimentaire, je n'ai pas eu le temps de le faire à l'échelle. Dans le premier Retour vers le futur, Marty est né en 1968 d'un père loser nommé George McFly, d'une mère alcoolique nommée Lorraine, Biff c'est le chef de bureau de son père, et dans ce monde, le 21 octobre 1985, Marty retrouve le professeur Brown dans le parking des Deux Pins, l'horloge a déjà été frappée par la foudre, et Doc se fait buter par les Libyens. Jusqu'ici, tout va bien. Puis, Marty voyage dans le temps en 1955, détruit un des Deux Pins, modifie la rencontre entre George et Lorraine, Doc bousille la rambarde située sous l'horloge, et Marty revient en 1985, 10 minutes avant qu'il soit parti, dans un 1985 modifié, où ses parents sont riches, Biff est devenu garagiste, le parking s'appelle désormais le parking du Pin solitaire, et la rambarde sous l'horloge est bousillée. Et lorsque Marty revient dans le parking, il se revoit en train d'échapper aux Libyens, et le spectateur pense qu'il s'agit du Marty du début du film. Sauf qu'il s'agit ici d'un autre Marty. Mais ouais, ce Marty-là a déjà vécu avec des parents pétés de thunes. Ce Marty-là s'apprêtait à camper le lendemain avec Jennifer en 4x4. Ce Marty-là, ce n'est pas le Marty qu'on connaît qui est issu d'une mère alcoolique et d'un père pourri du début du film. C'est pas notre Marty. Et ipso facto, d'après une théorie de 1986, et oui, déjà à l'époque, cet abruti a créé un double de lui-même. Un double qui voyage également dans le temps, puisqu'on le voit partir avec la DeLorean. Et ce Marty, ce deuxième Marty, c'est peut-être d'ailleurs aussi le double qu'on voit au début du film. Mais ouais, ici, à l'arrière. Ok, c'est super rapide, mais je vous le mets au ralenti. Voilà. Et c'est peut-être aussi le Marty qui a écrit une nouvelle lettre au Doc. Parce que ça expliquerait pourquoi les 2 lettres ont 2 écritures différentes. Si, elles ont 2 écritures différentes. 2015. Ok, à la fin du film, Doc arrive avec la DeLorean, embarque Marty et Jennifer pour 2015 afin de sauver les enfants McFly. Il faut qu'on fasse quelque chose pour vos enfants. Ce qui devait, à la base, n'être qu'une blague des auteurs. Mais il a fallu faire une suite. Et là, par définition, le futur ne peut pas exister. Bah ouais. Le futur n'est jamais écrit à l'avance. Pour personne. Sauf si le voyageur temporel vient du futur. Et ouais, c'est logique, tu ne peux pas faire apparaître une époque s'il n'a pas encore été vécu. Et de ce fait, l'unique moyen de faire exister 2015, c'est de venir de 2015. Ce Doc-là, le Doc de la fin du film, est un Doc de 2015. Mais ouais,
c'est pour ça qu'il est habillé autrement, c'est pour ça qu'il a pu modifier la DeLorean. En plus, il nous dit lui-même qu'il a pu vivre jusqu'en 2015. Je suis allé dans une clinique de rajeunissement et ils m'ont fait une révision complète. Ils ont enlevé quelques rides, implanté des cheveux, ils ont changé mon sang et ils m'ont ajouté 30 ou 40 ans d'espérance de vie. Et c'est pour ça qu'il se dépêche de repartir en plein jour devant tout le monde, ce con. Pour pas que Marty découvre la présence du vrai Doc dans cet univers. En plus, le prétexte des gamins, c'est débile, enfin je veux dire. Non seulement Doc nous dit et nous répète... Moins on en sait sur son propre destin, mieux ça vaut. Oui, bien sûr. Alors pourquoi veut-il modifier à tout prix cet événement temporel? Explique. Ce premier événement déclenche une réaction en chaîne qui aboutit à la destruction totale de ta famille. Surtout que là, logiquement, en 1985, Marty a 30 ans pour modifier son propre futur. C'est bon, il a de la marge. Et quitte à modifier un truc à tout prix, autant modifier directement l'accident de la Rolls à la fin du 3. C'est ça qui provoque tout le futur pourri, ils avaient juste à patienter quelques heures. Cet accident a déclenché une réaction en chaîne qui a fini par ficher en l'air toute la vie de ce pauvre Marty. S'il n'y avait pas eu cet accident, tout aurait été différent. Pourquoi Marty et Jennifer n'ont pas disparu? Si on prend en compte les tests de la première DeLorean, au début du premier film, quand Einstein voyage dans le futur, celui-ci disparaît de la ligne temporelle pendant 1 minute. Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein. Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Et de ce fait, lorsque à la fin du premier film, Doc kidnappe Marty et Jennifer, ou la nouvelle Jennifer du début du second film, d'ailleurs il y a peut-être une explication pourquoi il y a une deuxième Jennifer, ceux-ci devraient atterrir dans un futur où le couple aurait disparu de la surface de la Terre depuis le 21 octobre 1985. Bah oui, si t'enlèves des gens, et qu'ils n'existent plus, bah le futur avec eux il n'existe plus. Donc du coup, tout 2015 avec le couple Jennifer et Marty, bah il n'existe pas en fait. Normalement il devrait pas exister, sauf si c'est le deuxième Marty qui est revenu. Ouais, là ça marche. Ça explique pas la Jennifer du futur? Ok, non ça marche pas. La photo. Ok, admettons que la famille McFly disparaisse de la réalité. Pourquoi quelqu'un aurait pris une photo d'un endroit vide? Expliquez-moi ça. Les paradoxes temporels et la destruction totale de l'univers. Ton autre doigt va rater la foudre sur l'horloge et tu ne repartiras pas dans le futur et nous serons en plein paradoxe. Quoi, un paradoxe? Vous voulez dire un de ces trucs qui peuvent vous détruire l'univers? Précisément. Pour déconner, comptons le nombre de fois où l'univers aurait dû être détruit. Lorsque Marty et Doc retournent en 1985, dans le second 1985 créé par les événements du début du second film, Doc a été mis à l'asile en mai 1983. C'est marqué sur le journal là. Qui c'est qui a inventé la machine à voyager dans le temps du coup? Ah oui, car si Biff ne devient pas riche, alors Doc et Marty n'avaient aucune raison de revenir en 1955 et donc ne devraient pas être ici. Regarde. Oui. Pareil, la seule raison pour laquelle Marty est venue en 1885, c'est à cause de la tombe. Mais si elle disparaît, Marty n'aurait jamais pu la voir en 1955. Donc vous voyez, si vraiment les ruptures du continuum espace-temps causaient la destruction totale de l'univers, on le saurait hein, jusque-là. L'almanach. Dans le second film, Biff de 2015 vole la DeLorean pour se donner un almanach en 1955 afin de devenir riche en 1958 et il épouse Lorraine en 1973. Bon alors déjà... Marty, je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps dans un but lucratif. Alors que si en fait. Rends-toi compte, je pourrais connaître tous les numéros gagnants du loto pour les 25 ans à venir. Mais surtout, on sait que Biff disparaît de la réalité en 2015 à cause des conséquences de ses actions. Bob Gale, le scénariste du film, estime qu'il aurait été tué en 1990, sûrement par Lorraine. Du coup, si Biff est mort avant 2015, comment a-t-il pu avoir un almanach de 2015 ? Ah, et pour ceux qui se demanderaient pourquoi Biff se retrouve au même endroit dans le futur que Doc et Marty, malgré le fait qu'il ait créé une autre réalité en allant dans le passé, eh ben, l'explication se trouve ici. Mais enfin, Jennifer, vous l'oubliez, et Einstein, on va pas les laisser en plan. Ne t'en fais pas, si nous réussissons notre mission, ce 1985 de rechange sera immédiatement remplacé par le vrai 1985. Einstein et Jennifer seront englobés dans cette transformation. Voilà, le futur a changé, mais bon, là on s'en rend pas compte. Le Doc de 1955. Ok, alors au début du troisième film, nous savons donc maintenant que le Doc de 1955 connaît désormais quasi tous les secrets des voyages dans le temps. Enfin, je veux dire, là, il vient de recevoir les plans de la construction de la machine, envoyés par son moi du futur. De plus, il tourne un peu la carte lorsqu'il découvre la date de sa propre mort. Abattu dans le dos par Buford Tannen, à cause d'un différend de $80. Et tu appelles ça avoir l'avenir devant soi? Mais le mec, il a au minimum 30 ans pour empêcher sa mort. Enfin, je veux dire, c'est pas urgent de le faire maintenant, il peut attendre. D'où ma question. Pourquoi Doc n'a-t-il tout simplement pas renvoyé Marty dans son époque? Premièrement, je rappelle que ce Doc-ci était celui qui, la veille, ne voulait rien modifier de son avenir. Mais de plus, c'est beaucoup moins risqué d'envoyer Marty dans le futur, surtout avec sa propension à bousiller l'avenir des gens. Mais il le fait pas.
Et ma raison, c'est que ce doc-là, déprimé à l'idée de faire que des inventions qui ne marchent pas, et n'ayant pas envie de passer les 30 prochaines années à dilapider son argent, eh ben, n'est-il pas en train de se débarrasser de tout témoin potentiel afin de s'assurer son propre avenir? Enfin, je veux dire, si Marty disparaît, et si son moi du futur disparaît, lui, ça lui change rien pour sa vie. Hein? C'est pour ça que cet enfoiré lui file même pas son flingue au début du 3e, hein? C'est dans une scène coupée. Oh, ok, autant pour moi. Et enfin, numéro 7, une locomotive volante. Ouais, ma grosse question, c'est... Alors, une fois que voilà, tous les événements du film ont été faits, Marty revient dans le présent, enfin, dans notre passé à nous, mais dans son présent à lui, et Doc apparaît avec une putain de locomotive volante. Comment il a créé une putain de locomotive volante avec la technologie de 1885? Je suis désolé, mais ça m'épate. La seule explication logique serait que Doc soit parvenu à réparer la DeLorean laissée dans la mine, et la remettre plus tard, comme ça crée pas de paradoxe temporel, le tout pendant 8-9 ans, hein, c'est ce que j'imagine être l'âge de Jules ici présent, et ensuite il a modifié au fur et à mesure la machine au fil des voyages temporels. Ça, c'est une explication logique. Et à la fin du film, quand Doc revient avec sa famille en locomotive, peut-être que le second Marty était planqué à l'arrière de la loco. C'est possible. Il y a la place derrière. Et c'est pour ça que Doc se barre comme un voleur à la fin. Mais ouais, ça m'a toujours énervé. Genre le mec, ça fait 10 ans qu'il a pas vu Marty. Marty, c'est son meilleur pote, c'est à la vie et la mort. Ils se sont sauvés la vie plusieurs fois, et inversement. Il l'a pas vu pendant 10 ans, il débarque, il lui file un cadeau, même pas 2 minutes après, il se tire. Non, ça cache des trucs. Et bref, Marty, il est content, il fait coucou, salut, ça y est, au revoir. Tout est bien, qui finit bien. Et peut-être qu'à ce moment-là, Marty va retrouver le Doc de 1985, qui dort depuis la veille, qui n'a rien du tout suivi à l'histoire, qui savait même pas quel est son moi du futur qui était venu chercher Marty. Et puis voilà, c'est comme ça. Non, allez... Je déconne, c'est des théories en fait, mais ça montre que quand Bob Gale et Robert Zemeckis ont créé l'univers de Retour à le futur, ils ont laissé spécialement exprès, ils le disent dans les interviews, des trous pour que chaque spectateur puisse les remplir de lui-même et inventer ses propres théories. Il y a une théorie par exemple qui dit qu'à la fin du premier film, Doc envoie Marty à sa perte afin de faire disparaître le double. Elle est assez glauque, mais voilà, c'est une théorie. Ou t'as une autre théorie, et c'est ma préférée, qui dit que la DeLorean possède une intelligence artificielle. Et j'adore cette théorie parce qu'elle a été créée pour une unique raison, juste pour expliquer comment, à la fin du premier film, Marty, alors que le réveil avait déjà commencé à sonner, parvient à toucher le câble à la seconde, à la frame parfaite où la foudre le traverse. C'est une chance sur 1 milliard. Et ben voilà, la DeLorean savait. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé, je fais tourner le moteur, ça va. Oh, oh non, non, c'est pas vrai. Et juste pour déconner, juste pour conclure cette vidéo et pour déconner, terminons par la séquence des pourquoi. Pourquoi Doc répare la voiture à l'intérieur du camion alors que t'as pas la place d'ouvrir les portes papillons de la DeLorean dedans? Pourquoi Doc ne teste pas la voiture à vide d'abord au lieu de le tester avec son chien, hein, tortionnaire? Pourquoi le chronomètre d'Einstein change une fois après être parti dans le temps? Pourquoi personne ne s'inquiète de fusillade dans un parking en plein milieu de la nuit? Je parle pas de petits coups de feu, mais réellement d'une grosse fusillade. Pourquoi Doc Brown dit gigawatt alors qu'on dit gigawatt? 2,21 gigawatts. Et pour info, c'est pas une erreur de traduction française, non. La traduction française a voulu justement rester très très fidèle, parce que c'est une erreur qui est faite dans la version américaine. 1,21 gigawatts. Pourquoi personne ne s'est jamais interrogé sur la présence de Pierre Cardin à l'école? Pourquoi Biff se plante ici? Mais maintenant tu fais comme dans l'infanterie et tu te casses ailleurs. Tu te tires ailleurs, triple buse. Tu fais comme dans l'infanterie et tu te tires ailleurs, t'as l'air. Alors que dans le premier film, il connaissait cette expression. Tu vas faire comme dans l'infanterie. Tu te tires ailleurs. Pourquoi Marty ne paye jamais ses boissons? Non, jamais, j'ai observé. À part le café. Et encore le café, il le paye avec des pièces des années 80. Pourquoi, après avoir ouvert la lettre de Doc, Marty ne se met pas tout simplement au sec? Pourquoi le ravin s'appelle désormais Eastwood Ravine alors que personne n'a pu voir l'accident du train? Et surtout, pourquoi Biff ne se fait jamais choper pour quoi que ce soit? On parle d'un type qui raquette George en plein milieu d'un bar à la vue de tout le monde. D'un mec qui cherche à tuer Marty avec sa caisse en plein jour devant la ville entière. Et surtout, non seulement il cherche à tripoter Lorraine dans la cantine, en plus il lui soulève la jupe devant ses copines, mais surtout, à la fin, il tente carrément de la violer devant ses potes en plein parking. Et puis sérieusement, George, c'est des trucs à dire ce genre de phrase? S'il n'avait pas été là. Nous ne serions jamais tombés amoureux. C'est vrai. C'est un sale con.
Bon, on est dans la merde. Les internautes se disent floués par cette vidéo et trouvent que ce n'est pas assez suffisant, hein, top, merde. Il n'y a qu'un seul homme sur Terre qui peut m'aider.